Bien, on continue. On va continuer. Bien. Alors donc, je disais que nous avons le cas de malveillance. Je vous ai donné l'exemple de la malveillance chez les humains. Et ça, c'est très important, mes amis. C'est très important. Et c'est ça qui fera de vous de vrais leaders dans la société. Vous n'allez pas vous comporter comme tous ceux qui n'ont pas eu ces cours de sociologie. Vous, vous êtes aujourd'hui, vous allez voir que ce sont de. Je vous forme déjà. Je vous forme déjà pour que vous soyez vraiment de vrais leaders, que vous soyez des hommes et des femmes responsables dans la société. Savoir distinguer qu'est-ce qui est altruisme, qu'est-ce qui est égoïsme, qu'est-ce qui est malveillance. Et vous voyez, j'insiste sur dans le cas de la malveillance chez les humains. Chez les humains, regardez, les Africains sont pauvres parce qu'ils ne contrôlent pas les naissances. Les gens vont applaudir. Bravo. Ah oui, ils ont raison. Ils ont raison de dire ça. Les Africains aiment beaucoup, tout le temps, les Africains aiment toujours des naissances. Vous allez applaudir. Vous êtes très contents. Mais c'est de la malveillance. Vous voyez les discours et ça vous plaît, mais au fond, c'est-à-dire que vous devez être capable, n'est-ce pas, d'analyser, ne pas applaudir, ne pas être content parce qu'ils ont dit cela, mais il faut être capable d'analyser pourquoi, quel est le mobile, qu'est-ce qui a poussé les gens à dire. Lorsqu'on dit, par exemple, priez pour les bourreaux, vos bourreaux au pouvoir, ça signifie que ceux qui sont au pouvoir sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est ça le message, ce n'est pas qu'on aime, que les gens qui vous demandent de prier pour les bourreaux au pouvoir, qu'ils aiment les bourreaux au pouvoir, mais ils ne les aiment pas. Ils veulent attirer l'attention de la population pour dire que voilà, vous avez des mauvais chefs, vous avez les mauvais dirigeants. C'est ça le message. Et cette façon de transmettre les messages, on appelle ça malveillance. Quand on dit par exemple, Tshisekedi a gagné les élections, mais nous lui demandons d'aller voir la Cour constitutionnelle, de suivre la voie légale pour revendiquer. Rappelez-vous, en 2006, si je ne me trompe pas, c'est de la malveillance. Parce qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas initié va croire que voilà, on encourage Étienne Tshisekedi d'aller à la Cour, mais non, on les décourage. C'est-à-dire que c'est un message qu'on donne à la population pour dire que non, ne les soutenez pas. Il ne faut pas aller dans la rue, rester chez vous. S'il est conscient qu'il a gagné, qu'il est à la Cour. Pourquoi la malveillance? Parce qu'à ce moment-là, paix à son âme, il savait que la Cour constitutionnelle, tout le monde disait que c'est la Cour constitutionnelle de Kabila. Mais lorsqu'on envoie quelqu'un à la Cour constitutionnelle, ça signifie qu'on demande au peuple de ne pas faire des autres, parce que l'unique façon à ce moment-là, c'était bousculer, n'est-ce pas, enlever dans la rue, faire devant des marches comme la population ne voulait plus le troisième mandat du président, de l'ex-président Joseph Kabila pour la modification de l'article 220 qui a fait qu'il y ait mort de Rossi et Chimanga. Et les gens étaient dans la rue. Les gens marchaient, on a forcé, les gens ont forcé, n'est-ce pas, le PPRD à l'époque à ne pas, n'est-ce pas, donner au président sortant Joseph Kabila le troisième mandat. Il y a eu des morts, on a vu qu'il y a eu des morts. Mais là, quand on dit qu'il a gagné, mais je les conseille d'aller à la cour. C'est-à-dire que le peuple, il ne faut pas aller dans la rue. Donc, c'était une sorte de malveillance qu'Étienne avait compris, raison pour laquelle il restait chez lui à la maison. Il s'était autoprogrammé président élu, comme le président Fayoulou aujourd'hui à la défense. Le président Fayoulou est allé à la cour, mais il est allé à la cour. C'était une erreur parce qu'il disait que c'est la cour de Kabila. Il ne fallait pas qu'il aille. Il devait faire comme Étienne, c'est qu'il dit rester chez lui. Étienne, c'est ce qu'il avait compris, que c'était de la malveillance. Et au fait, le but maintenant de la malveillance, c'est quoi? Le but de la malveillance. Le but de la malveillance est de diminuer l'indice du bonheur. L'indice du bonheur.
l'indice du bonheur. Donc, on utilise les expressions, les concepts vides, les concepts, n'est-ce pas, sans contenu, les concepts difficiles à comprendre par la société, mais qui créent de la confusion, le concept qui diminue l'indice du bonheur. L'indice du bonheur, ça se calcule à fonction de relations entre les dirigeants, le gouvernant et les administrés. C'est ces rapports-là, n'est-ce pas? C'est sur base de ces rapports, relations, institutions, peuple, c'est ces rapports-là qu'on utilise pour calculer l'indice du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur de se sentir en sécurité. Le bonheur d'avoir les bons dirigeants. C'est comme dans d'autres pays, les gens sont contents de leurs dirigeants. Ils savent. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes. Les administrés avec le gouvernement, il y a toujours des problèmes partout, même dans les pays, les États-Unis, partout, nous sommes, il y a toujours des problèmes, il y en a. Mais du moins, l'indice du bonheur, c'est quoi? C'est, je vais arrêter ça. L'indice du bonheur, c'est quoi? C'est comme à la maison, lorsque dans une famille, quand est-ce qu'il y a du bonheur dans une famille? Il y a du bonheur lorsque les enfants savent que nos parents peuvent nous sécuriser. En cas de problème, nos parents sont là pour nous sécuriser. Ça, c'est ça le bonheur. Mais lorsqu'il y a diminution de la confiance du souverain primaire, la confiance des administrés envers leurs gouvernants, leurs dirigeants, l'indice du bonheur est faible. L'indice du bonheur est plus élevé lorsqu'il y a collaboration, lorsque les administrés font confiance à l'Est. Par exemple, on apprend qu'il y a une rébellion à l'Est. Les administrés se contre ah ben, on s'en fout, cette guerre-là, bientôt, nos dirigeants vont mettre fin à la guerre. Ça ne va pas prendre une semaine. Ça, c'est un exemple. Ça, on appelle ça l'indice du bonheur. C'est comme un enfant qui se sent en sécurité. L'enfant qui sait que demain, je vais manger parce que mon papa travaille. Mais lorsqu'on utilise les concepts vides, mais magiques, à ce moment-là, on réduit, lorsqu'on utilise les concepts vides, à cet instant-là, on réduit l'indice du bonheur. L'indice du bonheur diminue. Et quand l'indice du bonheur diminue, les gens ne peuvent plus travailler. Les gens vont passer beaucoup de temps à parler politique, à insulter sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup plus de temps dans les débats stériles. Et c'est la situation que nous avons connue depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. L'indice du bonheur de la République démocratique du Congo est faible. C'est faible pourquoi? Parce que à chaque élection, nous avons des concepts stériles, vides, qui sont émis dans la société, des concepts qui créent des malaises. Et les auteurs des concepts-là savent que lorsque il y a une élection, après des élections, et lorsque on dit des choses, par exemple, nous ne sommes pas d'accord, ça c'est un gouvernement de tricheurs. Les gens qui disent cela, ils savent qu'ils diminuent l'indice du bonheur de ce peuple. Ils savent qu'avec ces concepts-là, c'est un concept qui sera utilisé et la population va passer tout son temps à discuter sur les concepts au lieu de se focaliser sur le développement, sur le travail, au lieu de regarder les dirigeants, que voilà, les dirigeants ont une vision, soutenons-les, essayons maintenant d'aller de l'avant, construisons notre pays. Et c'est comme ça que nous avons connu tel qui a le pouvoir, celui qui est en opposition, il appelle celui qui est au pouvoir gouvernement illégitime.
Maintenant, quand celui qu'on appelle illégitime quitte les pouvoirs, celui qui était dans l'opposition, il les récupère. Celui qui est au pouvoir devient opposant. Il appelle celui qui est illégitime. Et nous avons connu des distractions comme ça, et des rébellions, des sécessions katangais, des sécessions ceci, des Kimba et consorts, des mouvements comme ça, finalement, il y a eu dialogue intercongolais, dialogue ceci, San City, dialogue. Pourquoi? Parce que les concepts, derrière tous ces concepts, la malveillance, cette malveillance qui fait que finalement, c'est les peuples qui souffrent les concepts. Donc, nous devons faire très attention. Alors, exemple des comportements maintenant égoïstes. Nous avons vu la malveillance, maintenant les comportements égoïstes. Qu'est-ce qu'on appelle l'égoïsme? Alors, vous avez ici certains chemins, un bon chemin qui nous montre l'égoïsme. Comportement des mâles vis-à-vis des jeunes. Alors, chez les souris domestiques Mus musculus, l'agressivité des mâles vis-à-vis des souriceaux varie en fonction du temps. Ça, c'est l'étude que Aaron et Passera ont fait. Pendant les 3 semaines qui suivent l'éjaculation, ils sont agressifs. Le mâle est très agressif vis-à-vis des jeunes issus de notre père. Cas de infanticide. Passé ces 3 semaines, ils soignent les jeunes. Au bout de 50 jours, les comportements agressifs réapparaissent. Vous voyez, ça c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est toujours les moi, moi, moi. Quelqu'un qui veut tout focaliser chez les humains. L'égoïsme, en fait, ça détruit aussi l'auteur. Donc, avec l'égoïsme, on se focalise sur soi-même. Ça, c'est la caractéristique, n'est-ce pas, de l'Afrique d'une façon générale. Les Africains, d'une façon générale, sont des égoïstes. Vous allez voir l'égoïsme même dans l'auditoire. L'égoïsme détruit. On ne peut pas construire la République démocratique du Congo, on ne peut pas construire l'Afrique dans l'égoïsme. Vous allez voir quelqu'un dans un quartier avec une très, très, très belle maison, une très belle maison, mais quand vous regardez autour de la personne, vous allez voir les gens sont très pauvres. Je vous donne un exemple, une petite parenthèse. Regardez un peu, vous avez suivi les images, l'actualité à la une. Ce qui s'est passé entre, nous allons voir ça dans peut-être demain avec le règlement des conflits. Je parlerai des conflits, les policiers avec la garde républicaine. Je ne sais pas si vous avez suivi. On va voir ça, l'escalade des conflits. On va essayer d'interpréter cela scientifiquement. Comment ça se passe dans le monde animal? Vous, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir que les biologistes, vous pouvez être des médiateurs. Il y a la fonction dans tous les pays, les gens qu'on appelle les médiateurs. Donc, vous pouvez devenir des médiateurs des conflits. Médiateurs des conflits. Regardez un peu l'opulence. L'opulence. Excusez-moi. L'opulence que moi j'ai vue chez le premier vice-président du Parlement, le premier ou le premier vice, cette opulence que je vis, ça m'a quand même un peu surpris. La maison, les luxes, même en Occident, ce n'est pas comme ça. Ça me rappelle encore des maisons de Dubaï, des milliardaires. Donc, ce qui s'est passé, ça nous a quand même permis de voir ce qu'on cache parfois certaines personnes cachent dans leur maison. Alors, je voulais dire que quand vous regardez Kingabois, c'est une commune ou un quartier pauvre. Quand vous regardez les gens tout autour sont pauvres, vous regardez là-dedans, chez les premiers vices, vous voyez qu'il y a une richesse, vraiment une opulence, comme je voulais le dire. C'est pour dire ça, c'est ça qui caractérise malheureusement l'Afrique d'une façon générale. Et c'est ça qui est aussi à la base de l'insécurité, parce que lorsque vous êtes trop riche, et vous habitez dans un quartier pauvre,
C'est tout à fait, c'est un réflexe animal. C'est tout à fait normal que un jour que les pauvres vous mettent en insécurité. Les pauvres peuvent aussi un jour vous envahir. C'est un réflexe animal, un réflexe de survie. Et malheureusement, c'est l'égoïsme. Tout le monde veut se servir. Tout le monde veut apparaître au détriment des autres. Et ça, ce n'est pas bien. C'est aussi l'une des caractéristiques des gènes. L'égoïsme chez les humains, c'est quoi? C'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Ça, c'est l'égoïsme. Donc, attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Alors, l'égoïsme commence déjà dès le bas âge. Regardez si un bon livre, J'ai grandi bien. Regarde avec beaucoup de trucs et l'autre, avec un petit camp. Enfin, ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme commence, c'est-à-dire que l'environnement où nous avons grandi, nos maisons, c'est là où l'égoïsme commence. Et un enfant, les enfants qui ont grandi dans cet environnement ne peuvent rien offrir à la société que de l'égoïsme. À la société, c'est ce que la société pourra recevoir en échange. Les Africains et leurs institutions. Regardez au sujet de l'égoïsme. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. L'égoïsme, c'est aussi quelque chose qu'on fait par rivalité. L'égoïsme, c'est une gloire sans valeur. On est égoïste, on vole l'argent de l'État, on ne pense pas aux autres, on veut s'enrichir, trop riche, pour avoir une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Ici, nous avons Victor Hugo qui nous dit « La liberté consiste à choisir entre deux esclaves. » Ça, c'est Victor Hugo qui nous dit en rapport avec l'égoïsme. La liberté consiste à choisir entre deux esclaves, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. Les Africains et leurs institutions ont choisi l'égoïsme. Les Africains et leurs institutions, dans la plupart des pays africains, vous allez voir que les dirigeants sont très, très riches, des multimilliardaires avec beaucoup d'argent gardé en Suisse dans des banques étrangères occidentales, mais leur population, c'est très pauvre. Vous allez voir les dirigeants africains qui vont chercher à aller chercher de l'argent, emprunter de l'argent dans des banques internationales. Ils ont construit des maisons, des immeubles dans des pays étrangers. Ils ont gardé des milliards. Mais quand vous regardez leur population très pauvre, ils n'ont même pas, leur population n'a même pas de l'eau à boire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Donc, les Africains et leurs institutions ont choisi l'égoïsme. Et par conséquent, ils ont des gloires sans valeur. Beaucoup ont des gloires sans valeur. Rappelez-vous, aujourd'hui, excusez-moi de le dire, ça peut léser les autres, mais c'est de l'histoire qu'on ne peut pas changer. Regardez aujourd'hui ce qu'est devenu le Kawele. Kawele, le village du président Mobutu, qu'est-ce que c'est devenu? Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Kawele. Il n'y a plus rien à Kawele. Plus rien à Kawele. Mais les corps de feu maréchal reposent au Maroc. Au Maroc, un tout petit espace où les corps reposent en paix, je suppose en paix. Mais Kawele détruit, cette opulence, ça n'existe plus. Donc là, on parle, c'est comme Victor Hugo dit, les dirigeants africains ont choisi l'égoïsme
pour avoir des gloires sans valeur. Gloire sans valeur, l'égoïsme. Demain, vous serez des leaders de société, vous serez des gestionnaires de société. Ce que je dis, c'est très important en rapport avec ce cours-ci. Ne soyez pas égoïstes. Travaillez pour le pays, travaillez pour les autres, pas pour vous-même. Vous allez voir que vous serez heureux et vous aurez des gloires méritées. Gloire avec valeur, pas gloire sans valeur. Alors, maintenant, nous parlons de cas d'altruisme. L'altruisme, l'autre, helper ou aide. Helper, c'est en anglais. L'altruisme. L'altruisme. Vous avez l'exemple de les gays de Floride. Alfred Conma sur les census. Martin Péché IP, Alcide Christada. Ici, ce sont quelques espèces, n'est-ce pas, d'oiseaux où on trouve ces comportements d'altruisme. C'est-à-dire que l'autre, ou l'individu est capable de s'effacer pour favoriser le gène de l'autre. Ça, c'est le cas de l'altruisme. Ici, dans les deux exemples que je vous donne, les reproducteurs de Gay et de Martin Pécher bénéficient de la présence des auxiliaires. Les auxiliaires, ce sont des helpers, des individus qui viennent aider le couple. Les individus qui ne se reproduisent pas, mais qui sont là juste pour aider le couple. Et lorsqu'il y a l'altruisme, lorsqu'il y a la présence des auxiliaires pour défendre et nourrir des nichés, les auxiliaires qui ne se reproduisent pas, leur contribution fait passer les taux de survie de 30% à 87%. Donc, les taux de survie ou les succès reproducteurs de gènes à ce moment-là, le gène à présence des auxiliaires, les taux de survie passent de 30 à 87%. C'est pour dire quoi? L'altruisme dans une société où vous avez des gens de bonne volonté, les gens qui sont capables de se sacrifier pour les autres. Je voulais parler du bénévolat. Au Canada, par exemple, le bénévolat est inscrit dans la Constitution. On encourage les gens à se sacrifier pour leur communauté. On encourage du bénévolat. Vous allez voir quelqu'un qui se met dans la longueur de journée sur les réseaux sociaux en train d'insulter, demander les bilans. Nous attendons les bilans 2023. Nous attendons les bilans à 2023. Nous voulons les bilans. On va voir les bilans. Mais oui, mais vous attendez les bilans. Vous-même, quel est votre bilan? Vous là qui attendez des bilans 2023, vous, quel est votre propre bilan? Pas les bilans des études, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour la communauté? Écoute, c'est toute une culture, le bénévolat. Faire du bénévolat, c'est toute une culture. On construit le pays avec du bénévolat. On a besoin beaucoup plus de bénévoles dans un pays pour construire le pays. Les bénévoles, par exemple, vous vous réveillez le matin, vous commencez, et ça commence à la maison, cette culture-là. À l'époque de Mobutu, il y avait le salongo. Lorsqu'il y avait les salongos, on ne payait pas les gens pour que vous puissiez enlever les mauvaises herbes devant votre parcelle. Mobutu ne payait pas les gens. Les gens avaient cette culture du bénévolat, les salons, salongo, alingam, les gens retroussaient leurs manches et d'aller commencer à faire le matin. Les gens se réveillaient le matin, ils faisaient du bénévolat, ils arrangeaient leur quartier. On n'attendait pas que le gouvernement envoie les gens pour enlever les mauvaises herbes devant la parcelle. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus des paresseux. Nous avons perdu de valeur. Les volontaires, le volontaire, ce n'est plus dans notre culture. L'altruisme, ce n'est plus dans notre culture.
vieux Togoliate. Vous allez même dans la voiture, vous vous embourbez quelque part. Les gens n'ont pas cette culture-là d'aide. Aider les autres, ça n'existe plus. On vous pousse un tout petit peu là. Il y a même des gens, à l'époque, entre salon vers, il y a des endroits, vous allez voir les jeunes gens avec leurs pelles, là où il y a du sable. Et parfois, eux-mêmes, ils créent des trous. Ils mettent du sable pour vous pousser à vous embourber avec votre voiture. Quand vous arrivez, vous vous embourbez et ils vont venir tous. Soit déjà, c'est pour vous aider, mais dès qu'ils pour vous sauter, ils commencent à vous dire, c'est-à-dire que oui, vous allez dire que c'est la pauvreté. Non. On ne peut pas justifier tout par la pauvreté. La pauvreté existe partout. La pauvreté existe partout. Les gens souffrent partout. Même aux États-Unis. Vous allez voir, il y a des gens qui sont très pauvres. Moi, je vous dis, je vais vous amener les photos. Il y a les photos de gens qui dorment dans la rue. Les blancs qui demandent, les mendiants, il y en a. Si vous ne travaillez pas, vous serez mendiant, même en Occident. Vous ne travaillez pas, vous devenez un mendiant. Vous n'allez pas dormir. Qui va vous donner sa maison comme loyer si vous ne travaillez pas? Vous allez dormir dans la rue. Et ou pas, peut-être avec le système ici, on vous amène dans un endroit, maison d'accueil où vous pouvez vous retrouver des milliers, mais les conditions ne sont pas bonnes. Vous ne pouvez pas réclamer, vous ne réclamez rien. Donc, ici, l'altruisme, vous devez apprendre à vous sacrifier pour les autres. C'est en vous sacrifiant, c'est en se sacrifiant pour les autres qu'on grandit et aussi on améliore la société. N'attendez pas seulement les bilans des autres. Faites vous-même votre propre bilan. Qu'est-ce que j'ai offert à la société depuis 2018, par exemple, dans ce quinquennat? Qu'est-ce que moi j'ai donné à la société? C'est comme moi, professeur, que ça, je peux me dire, qu'est-ce que moi j'ai donné à la société? Au lieu d'attendre les bilans des autres en 2023, toujours c'est la bilan. Mais qu'est-ce que toi-même, est-ce que tu as fait du bénévolat? Même un jour de bénévolat, tu as fait ça? Est-ce que quand tu es arrivé dans le détoir, tu as eu quand même le temps de nettoyer? Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais essayer un peu de nettoyer le détoir. Est-ce que tu as rendu quand même service gratuitement à tes collègues dans le détour? Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu es utile pour les autres? La question, est-ce que toi tu es utile pour les autres? Si toi, par exemple, tu n'es pas là, est-ce que les autres peuvent te regretter? Qu'est-ce qu'ils peuvent regretter de toi? Ça, c'est l'altruisme. C'est grâce à l'altruisme. C'est-à-dire qu'on n'attend pas les bilans des autres, mais il faut toujours penser à son propre bilan. Ça, c'est très important si nous voulons construire notre pays. Aide chez les autres espèces. Vous avez les cas chez les chacals. À Serengeti, l'aide contribue à l'augmentation du succès reproducteur. L'aide contribue. On doit s'entraider. L'aide contribue à l'augmentation du succès reproducteur. L'aide contribue. Si nous bannissons l'égoïsme, si nous développons l'altruisme, notre pays va se développer. Et ceci ne concerne pas seulement, mais ça concerne tous les Congolais, ça concerne tous les citoyens africains. Nous devons travailler pour l'intérêt de la communauté, pas travailler pour notre propre intérêt. Nous devons travailler comme des abeilles, nous devons travailler comme des fourmis. Travailler pas pour soi-même, travailler pour la communauté, tout en respectant sa tâche. Chacun doit respecter ses limites. Chacun doit travailler, doit offrir en fonction de sa spécialité, en fonction de ses compétences. C'est de cette façon-là que nous pourrons espérer, n'est-ce pas, à un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo, en particulier, et pour l'Afrique en général. L'impact de l'altruisme dans la société humaine. Ici, je vais vous envoyer l'article. On me dit déjà que on va, dans 10 minutes, ça va fermer. On va faire comme d'habitude. L'impact de l'altruisme dans la société humaine. Ici, vous avez ces bons livres ici, cet article. Je vais vous envoyer ça. Vous allez lire l'altruisme au don.
donner une histoire de l'altruisme de Philippe Stenay, 2016, 424 pages. Ça, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Vous allez lire. Il faut vraiment lire, mes amis. Si vous voulez être des bons leaders, vous devez lire. Passer le temps à la lecture et vous allez encore vous former davantage. Vous allez encore devenir très efficace dans la vie. Et ce que je vous donne, ce n'est pas pour l'examen. Je vous donne ça. Habituez-vous à cette lecture et vous allez voir que quand vous allez vous exprimer, quand vous serez devant les gens, on va sentir que vraiment ça, c'est un universitaire qui parle. Vous serez très efficace. Je vous donnerai ça. Je vais vous envoyer ces livres. Ici, l'altruisme, pour revenir à notre première leçon, l'altruisme, le partage, l'altruisme augmente le degré de la sociabilité. On ne peut pas avoir une société sans altruisme. On ne peut pas avoir une société sans partage. Je parle de partage équitable. Demain, vous serez des responsables. Demain, parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura des présidents de la République. Pensez à votre peuple. Partagez. Ne cherchez pas seulement à vous enrichir pour que quand vous allez passer, qu'on vous chante dans la musique, comme aujourd'hui on chante boss tel, boss tel, boss, je ne peux pas citer les noms, mais vivez pour les autres, partagez. Et c'est en partageant que nous allons augmenter le degré de la sociabilité. C'est à ce moment-là que nous aurons une vraie société congolaise caractérisée par le partage équitable de la richesse. Cette richesse, la richesse que nous avons dans notre pays, il faudra que nous développons l'altruisme pour développer le partage équitable. C'est à ce moment-là que tout le monde va profiter de la richesse. Lorsque la richesse profitera à tout le monde, il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de koulouna, il n'y aura plus de l'insécurité, du moins, et aussi, et surtout, les gens parleront peu de la politique. Parce qu'il y a des pays où les gens ne parlent même pas de la politique, comme au Congo. C'est la pauvreté qui fait que les gens parlent de la politique. C'est parce que les gens ont faim. C'est parce que les gens n'ont pas de route. C'est comme les gens l'attention. On peut détourner l'attention. Demain, si vous êtes au pouvoir, détourner l'attention. Vous pouvez vivre longtemps, rester longtemps au pouvoir, si vous améliorez le social du peuple. Vous donnez au peuple de l'électricité. Vous donnez au peuple de l'eau potable. Les gens ne se tracassent pas pour manger. Le manger, ça doit devenir quelque chose parce que notre terre est très fertile. On peut faire l'agriculture. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire l'agriculture parce que la terre est déjà très fertile. Le climat est très bon. Nous avons des rivières très poissonneuses, avec beaucoup de poissons. Alors, si vous donnez de la nourriture au peuple, le peuple parlera peu de la politique. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas d'emploi, tout le monde veut faire de la politique. Tout le monde veut faire de la politique. Pourquoi? Parce que vous allez voir quelqu'un, une personne très pauvre, qui n'a rien du tout. On a vu les députés, ils étaient avec vous, avec nous dans les quartiers, très pauvres, mais ils passent député, les jours suivants, il devient excellence honorable. Quelqu'un qui était pauvre, après 2-3 mois, la santé change, vous le voyez avec des belles voitures. C'est pour ça que tout le monde veut faire de la politique. Qui veut devenir un professeur? Ça va payer quoi, les professeurs, quand les professeurs touchent moins de 1 500 $? Et aussi, pourquoi faire beaucoup d'études pendant qu'il y a ceux qui n'ont même pas, qui n'ont pas fait des études universitaires, mais qui sont mieux que ceux qui sont des boss ou des chantes à tout moment? Pourquoi faire des grandes études? Vous voyez, quand vous allez avoir des postes de responsabilité,
où lorsque vous voulez voter, vous devez utiliser l'intelligence pour voter utile. Et vous, vous êtes des pionniers, vous êtes des leaders pour faire ce travail-là. Le travail doit commencer d'abord par vous-même et aussi aider la population qui n'a pas eu la chance de passer par où vous êtes passé à l'université, aider cette population à réfléchir, à voter utile. Et vous-même, quand vous serez aux affaires, tenez compte de cela, savoir que nous avons entre la malveillance, l'égoïsme et l'altruisme pour votre propre bien, pour avoir les honneurs mérités, il faut choisir l'altruisme. Travailler pour les autres, ça paye que travailler pour soi-même. Les aides non apparentées entre différentes tribus, par exemple. Ça, c'est très important. Les aides non apparentées. Vous avez l'exemple des tribus. Donc ici, on n'a pas besoin d'aider les autres, d'aider seulement les membres de sa famille ou sa tribu. On n'a pas besoin d'aider seulement sa tribu. Comme moi, j'enseigne maintenant. C'est un service que je suis en train de rendre. Je suis payé pour ça, mais je rends service à la nation. Je suis en train de rendre service à la nation. Je suis en train de former le cadre du demain. C'est un grand travail que je suis en train de faire, les cadres. Demain, vous êtes des ministres, grâce à nous. On vous forme. Mais lorsque moi, je rends service à la nation, je ne vous pose pas la question de savoir vous êtes de quelle tribu. Je n'ai pas choisi les gens qui appartiennent à ma tribu pour les enseigner. J'enseigne tout le monde. Ça, on appelle ça aide non apparentée. Et c'est un comportement qu'on a remarqué aussi chez Mangouste Naine. Mangouste Naine. Nous avons besoin de l'aide non apparentée, pas l'aide qui tient compte des liens familiaux, des liens familiaux, l'aide des coteries. Il faut aider tout le monde. C'est en aidant tout le monde, sans tenir compte des origines, que nous allons former une société congolaise forte, puissante, efficace. C'est de cette façon que nous allons nous développer. Mais si l'aide est sectorielle, on s'affaiblit parce qu'on dit l'union fait la force. Mangouste naine, ces petits carnivores vivent diurnes en groupe d'environ 10 individus comprenant un couple de reproducteurs et des êtres. Ces derniers sont soit des enfants du couple reproducteur, soit des immigrants non apparentés au couple. C'est le bénéfice des aides non apparentées accroître leur succès reproducteur futur. Quand vous aidez, vous aussi, quand vous aidez, vous gagnez. Comme je disais que le hasard n'existe pas. L'aide, c'est au sens strict, lorsqu'on aide, on gagne. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai beaucoup enseigné au Bas-Congo. J'ai enseigné à l'université protestante de Kimpes. Moi, je ne suis pas du Bas-Congo, du Congo central, je veux dire. Mais le fait que j'ai rendu service, j'ai des connaissances, je peux postuler, je peux avoir des ambitions politiques. On ne perd rien quand on fait cela. Je peux aussi tiré profit des services que j'avais rendus de l'autre côté. J'étais une fois allé dédouaner ma voiture, c'était en 2010, mais je me suis croisé avec beaucoup d'étudiants que j'avais enseignés au Bas-Congo, qui m'ont vraiment aidé. Et cela m'a permis de réduire, n'est-ce pas, les coûts de dédouanement, parce que j'avais rendu service. Ça va couper dans une minute. Nous allons encore faire comme d'habitude. Et je crois que